Alors, dans ce module, on va voir la sérialisation, donc qui nécessite comme préalable d'avoir vu les classes, les constructeurs, les champs calculés et les records. Donc, la sérialisation permet le stockage des données, donc typiquement dans un fichier, mais possiblement aussi dans une base de données ou en mémoire, ou alors pour transférer sur un canal de communication. Donc, contrairement aux données structurées dans une table, par exemple dans une base de données relationnelle classique, la sérialisation procède par bloc et non à la pièce. Donc, on ne peut pas retirer une partie de l'information sérialisée, on la retire au complet, donc en bloc, ou on la stocke en bloc. Donc ici, on a le processus de sérialisation, désérialisation, donc qui n'est pas tout à fait complet, malheureusement. Donc ici, on a un objet qui est sérialisé, qui peut être après ça stocké dans un fichier, dans une base de données ou en mémoire, ou alors transféré sur un canal de communication par réseau. Donc cet élément-là n'est pas dans ce schéma-là, et qui après ça va être désérialisé plus tard et reconverti en objet. Donc il y a deux formes essentiellement de sérialisation. Il y a une sérialisation binaire et une sérialisation textuelle. Donc, ça, c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a une question de stockage de données. Est-ce qu'on y va du côté binaire ou du côté textuel? Donc, le côté binaire a ses avantages et ses inconvénients, et le côté textuel a ses avantages et ses inconvénients. Donc, les données qui sont stockées en format binaire, l'inconvénient principal, c'est qu'elles sont illisibles pour l'humain et aussi qu'elles sont moins portables. Par contre, les avantages, c'est qu'elles sont plus compactes et elles sont plus rapidement traitables. Les données textuelles, ben c'est l'inverse. C'est que, ben d'abord, elles sont stockées dans un format textuel qui généralement est lisible pour l'humain et aussi qui est plus portable, mais c'est un format qui est moins compact et qui est moins rapidement traitable. Donc, avec le temps, dans les premières versions de C Sharp, c'est sûr que, ben, c'est ça. Donc, avec le temps, les capacités de stockage ont augmenté. C'est sûr que les données, la quantité de données qu'on veut stocker a aussi augmenté, mais disons que, enfin, les capacités de stockage ont augmenté. Euh, aussi, enfin, l'aspect portabilité a aussi pris le pas, donc tranquillement. Disons que le côté textuel est devenu peut-être plus important que le côté binaire. Donc, pour ce qui est du C Sharp, alors que au départ, ce qui était préconisé, c'était peut-être une sérialisation de type binaire. Là, maintenant, ce qu'on considère qui est préférable, c'est une sérialisation de type textuel et principalement une sérialisation au format JSON, qui est maintenant la plus populaire. Donc, je sais que vous avez utilisé la sérialisation en Prog 1. Je sais que dans le livre de Michel Michaud, c'était une sérialisation binaire qui était effectuée. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait exactement. Mais bon, là, nous, ce qu'on fait, c'est une sérialisation textuelle en format JSON. Donc, bien que la sérialisation peut paraître quelque chose de simple, si jamais on commence à creuser, ça peut rapidement devenir compliqué. Surtout lorsqu'on ne maîtrise pas encore complètement le modèle objet du C Sharp. Donc, qui est notablement plus complexe, si on veut, que celui du Java. Bon, notablement plus complexe, peut-être un peu exagéré de dire ça, mais un peu plus complexe, disons, que celui du que celui du Java. Donc, pour simplifier les choses, dans un premier temps, on va se concentrer dans ce PowerPoint-là sur une sérialisation d'un objet, disons, simple, d'une classe relativement simple. Donc, on ne va pas s'occuper des collections, on ne va pas s'occuper des sous-objets, puis on ne va pas traiter les erreurs. Donc, le modèle qu'on va prendre pour dans ce PowerPoint-là, c'est un modèle relativement simple. C'est le modèle que vous avez ici à droite. Donc, une classe personne qui possède deux champs privés, donc encapsulés, donc une classe encapsulée.
Donc, on a un champ nom de type string, un champ âge de type entier. On a des getters, propriétés associées à ces champs-là, donc propriétés ou champs calculés. Donc, le nom ici, qui est le getter nom qui retourne le nom, et le getter âge qui retourne l'âge, mais comme propriété ou champ calculé. Et finalement, on a un constructeur qui permet d'initialiser les deux champs en question. Donc, on ne s'occupe pas de la validation là-dedans. Donc, ça serait à faire. Donc, à ajouter la validation, mais on ne s'en occupe pas. OK? Et ici, on initialise nos deux champs. Donc, ça, c'est notre modèle. Donc, évidemment, on pourrait rajouter à ça des méthodes calculantes, des méthodes modifiantes. On pourrait rajouter une validation dans le constructeur. On pourrait rajouter un paquet de choses, mais c'est pas ça qui nous préoccupe ici. Nous, on s'occupe uniquement d'avoir une classe proprement encapsulée. Donc, il y a des contraintes à respecter pour que la sérialisation puisse fonctionner. Donc, la contrainte principale à respecter, c'est que le nom des champs, ici, on parle des champs et des propriétés des getters propriétés, le nom de ces getters-là doit être le même que le nom des arguments ou des paramètres du constructeur. Donc ici, on a nom, nom, âge, âge. Autre chose, c'est que le type doit aussi être le même. String, string, int, int. À la rigueur, vous pourriez utiliser ici comme nom, c'est-à-dire que le nom des paramètres pourrait être en minuscule au lieu d'être en majuscule. Okay. C'est la petite, disons, truc qui pourrait être changé ou qui pourrait être acceptable. Mais grosso modo, il faut à peu près que ce soit la même chose pour que ça fonctionne. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Le sérialiseur, la sérialisation ne pourra pas fonctionner correctement si les noms ne sont pas les mêmes ou les types ne sont pas les mêmes. Il y a juste la question de majuscule, minuscule qui pourrait être modifiée un petit peu. Donc, autre chose aussi, ça prend des getters ici qui sont de type propriété, donc en C#. Donc, si vous étiez en Java, ça pourrait être des getter méthodes. Donc, ça pourrait être get nom, get âge, ou juste nom, âge, avec des parenthèses. Ça marcherait en Java. Mais là, on est en C#. Là, en C#, c'est les propriétés qui sont la façon de faire. Donc, ça prend un getter propriété. Donc, comment on fait pour sérialiser? Ben, c'est pas compliqué. Je veux dire, vous avez depuis .NET 3 une classe utilitaire qui s'appelle JSON Serializer du namespace system.text.json. Donc, vous utilisez ce namespace-là et après ça, vous pouvez appeler votre méthode serialize de la classe utilitaire JSON Serializer. Vous faites serialize, vous passez votre objet que vous voulez sérialiser. Donc ici, on s'est créé notre nouvel objet. On a notre classe personne ici. Classe personne, c'est la classe qu'on a mis précédemment ici. C'est notre classe-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On sérialise notre objet ici, Yoda, qu'on a créé. Cet objet-là. On le sérialise. Et en sérialisant, ça donne une string. Okay? Donc, ça ne donne pas du binaire ou quoi que ce soit. Ça donne une string. Donc, on le voit ici, string JSON. Ça donne une string. Et on dump cette string-là. On voit ici, ça donne quoi, notre string? Ben, ça donne le nom qui est Yoda et l'âge qui est 800. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans et avec des accolades. Okay, donc, c'est ça que ça donne. Donc, ça, c'est du JSON. Donc, est-ce que c'est merveilleusement complexe? Est-ce qu'on est flabbergasté de voir du JSON, voir ça? Non. 2 points, Yoda, virgule, âge, 2.800. Donc, n'importe qui regarderait ça puis comprendrait c'est quoi que ça veut dire. OK? Donc, je veux dire, on n'est pas déboussolé en regardant ça, là. OK? Donc, ça, c'est du JSON. Donc, par défaut, il n'y a aucun espace là-dedans parce que par défaut, le JSON est compressé au maximum sans aucun espace. Le but, c'est pas que ça soit lisible bien par un humain. Le but, c'est que ça soit le plus comprimé possible pour que ça prenne le moins d'espace sur disque ou le moins d'espace dans un transfert, par exemple sur Internet, pour pas qu'il y ait, pour que ça prenne, c'est ça, que ça prenne le moins d'espace possible. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun espace dans la chaîne JSON que vous avez ici.
Donc, c'est quoi le format JSON? Donc, le format JSON, donc JSON, ça veut dire quoi? JSON, ça veut dire JavaScript Object Notation. Okay? Donc, ça a été popularisé, comme son nom l'indique, par le langage JavaScript pour l'échange des données entre les clients et les serveurs web au début des années 2000. Donc, sa popularité n'a fait que croître avec le temps au point de devenir un standard dans le monde informatique en général, pas seulement sur le web. Donc, sa principale qualité, ou ses principales qualités, sont sa portabilité, sa lisibilité et sa compacité. Donc, son principal compétiteur, c'est le format XML, qui est un peu plus verbeux, qui est légèrement moins lisible aussi pour un humain, mais qui est potentiellement peut-être un peu plus expressif. Donc, vous en avez ici un exemple de code JSON, mais peut-être un peu plus étoffé que ce que vous avez ici, où vous avez, par exemple, ça sera encore une fois pour une personne hypothétique, donc son prénom, son nom de famille, est-ce qu'elle est toujours en vie, son âge, son adresse, puis on aurait ici les composantes de son adresse, donc euh, sa rue, la ville, quel état, son code postal, son numéro de téléphone, bon, blablabla, son enfant, son épouse, bon, elle n'aurait pas d'épouse dans ce cas-là. Donc, c'est ça. Il y a moyen, ben ça comme on le voit ici, là, ici il y a des espaces parce qu'il y a des retours de ligne, etc. Donc le code JSON ici est dans un format qu'on appelle Pretty Print, donc plus lisible pour un humain. Donc, est-ce qu'on peut nous aussi utiliser le format Pretty Print pour disons, afficher notre code JSON? Oui, on peut l'utiliser. Pour ça, il faut passer une option. Donc, quand on fait JSON serializer.serialize, on peut spécifier qu'on veut du Pretty Print en, par exemple, ici on voit serialize Yoda, virgule, puis là on passe ici une option pour avoir le format Pretty Print. Donc, New JSON Serializer Options, ouvrir accolade, puis on dit Right Indented égale True. Quand on utilise cette option-là, Right Indented égale True, ça veut dire qu'on veut le Pretty Print. Donc, on obtient notre string ici JSON, et quand on regarde la string JSON ici, on voit que maintenant, on a le format Pretty Print. On a le nom Yoda et l'âge 800. Exactement comme ici, first name, last name, etc. Donc là, on a le format ici Pretty Print. Il faut savoir que tous les champs, disons, tous les getters propriétés de notre objet vont se ramasser dans notre JSON. OK? Donc, pas juste les champs de notre classe, tous les champs, en fait, tous les getters propriétés, peu importe ce qu'ils font, vont se ramasser dans notre JSON. Donc, par exemple, si supposons qu'on a notre classe personne, là, ici, on ne la met pas au complet, mais on rajoute un autre champ calculé. Ici, on rajoute une description, par exemple, de notre personne. Donc, on voit qu'on a un getter propriété ou un champ calculé, description, où on retourne le nom et l'âge de la personne. Donc, ça, c'est un champ calculé. Et quand on va utiliser la sérialisation ici, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dans notre JSON, on va se ramasser avec la description de la personne. En plus du nom et de l'âge, on va se ramasser avec la description parce que la description est un champ calculé. Donc, évidemment, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir la description parce que le nom et l'âge est suffisant. On n'a pas besoin de stocker la description dans un fichier. C'est superflu. Okay? Le nom et l'âge, c'est suffisant. On n'a pas besoin d'avoir la description en plus. Donc, est-ce qu'on peut se débarrasser de la description? La réponse est bien entendu oui. Donc, pour s'en débarrasser, il faut utiliser un attribut qu'on appelle JSON-ignore. Donc, on peut utiliser ici un attribut JSON-ignore dans notre classe personne. Si on ajoute l'attribut JSON-ignore, à ce moment-là, quand on va effectuer la sérialisation, on va ignorer ce champ-là ou cette propriété-là. Donc, on va ignorer cette propriété-là qui ne sera pas sérialisée. Comme on le voit ici, quand on utilise JSON-ignore, on voit ici que la propriété description ne sera pas sérialisée. Donc, maintenant qu'on a vu comment on peut sérialiser, on va maintenant voir comment on peut désérialiser.
Donc, pour désérialiser, ce qu'il faut faire, c'est utiliser, au lieu d'utiliser la méthode serialize, on utilise la méthode désérialize. Mais quand on utilise la méthode désérialize, en fait, ce qu'on désérialise, c'est une string. Donc, on voit ici, on a une string, JSON Yoda. Et dans notre string, ben, on a notre nom, Yoda, notre âge 800. Et on a nos accolades, parce que ça prend les accolades. Donc, c'est l'équivalent, ce que vous voulez, de la string qu'on a ici, qu'on a mis ici en string. Donc, on crée notre string. Bon, les espaces sont pas d'importance. Dans notre string ici, on aurait pu mettre ça tout dans un paquet. On aurait pu mettre ça un peu n'importe comment. Les espaces sont pas d'importance. OK? Donc, ici, on crée une string, plus précisément, une string en format net7, où on peut utiliser trois double guillemets au début et à la fin, ce qui permet d'avoir une string multiligne comme ça. Mais, quand on désérialise comme ça, il faut absolument spécifier le type vers lequel on veut désérialiser, parce que là, lui, le désérialiseur ne peut pas deviner qu'on veut désérialiser une personne. Okay? Donc, il faut le spécifier ici entre chevrons. Donc, désérialize, ouvrir chevron, personne, fermer chevron. Donc, il faut le spécifier vers quel type, c'est quoi la classe qu'on veut utiliser pour désérialiser notre string. Donc, ici, on le spécifie avec personne. On dit que c'est une personne qu'on veut désérialiser. Et là, ici, bon, on désérialise, on se ramasse avec notre objet Yoda, et après ça, on fait Yoda.dump, et on voit ici qu'effectivement, on a obtenu une personne. Parfait. Mais il y a plus que ça, c'est que notre désérialisation, ça se pourrait qu'elle donne un objet nul. Okay, donc, demandez-moi pas pourquoi, en fait, là, probablement que le problème, bon, en tout cas, ça date de net 3, puis en net 5, là, ils ont introduit les nullables, etc. Donc là, on se retrouve avec une petite affaire étrange dans la librairie, c'est que quand on désérialise une personne, ça se peut que la personne en question soit un nul. Okay? Ça se pourrait, par exemple, que la chaîne ici soit vide, ou que ça soit nul. Donc, ça se pourrait que quand on désérialise, on obtient un nul. Donc, fouillez-moi pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais c'est comme ça qu'ils ont fait ça. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas écrire un code comme ça ici. Si on écrit le code comme ça, ben, il va nous souligner ici notre code de désérialisation. Il va dire, tu peux pas faire ça. On peut pas, parce que ça se peut que la désérialisation nous retourne un nul. Donc, ce qu'il faut faire, c'est écrire plutôt comme à la ligne 11, puis dire que la personne est nullable, parce que ça se peut que la désérialisation nous retourne un nul. Ou alors, on vérifie qu'on n'obtient pas un nul. Donc, pour faire ça, on fait une désérialisation et on vérifie qu'on n'obtient pas un nul. Donc, ça ici, le code que vous voyez ici, c'est une vérification qui dit que si jamais on obtient un nul, alors on va lever l'exception Null Reference Exception. Donc, ça ici, là, c'est une façon de dire, ben là, si jamais j'obtiens un nul, alors je lève l'exception que vous voyez qui est ici. Donc, ce petit truc-là, on l'a peut-être pas encore vu, ou on l'a peut-être déjà vu. Okay. Donc, ça dépend, mais c'est une façon de dire, si jamais c'est nul, on lève l'exception. Donc, il faut savoir que quand on a une string comme ça, l'ordre des champs n'a pas vraiment d'importance. Donc, ça pourrait être le nom suivi de l'âge, ou ça peut être l'âge suivi du nom. Donc, peu importe, là, dans notre classe, l'ordre n'a pas d'importance, et dans la string comme telle, l'ordre n'a pas d'importance non plus. Par contre, si jamais vous ajoutez ici une virgule à la fin, là, le désérialiseur ne sera pas content. Okay? Parce que le JSON est vraiment très strict là-dessus. Donc, la désérialisation va échouer si jamais vous ajoutez une virgule. Donc, pour que la désérialisation, comme on le voit ici, là, on peut désérialiser les deux trucs ici, peu importe l'ordre, et on voit qu'on obtient exactement le même. Ben, ici, c'est pas le même objet, parce qu'ici, on a 801, puis ici, on a 802. Donc, on n'aura pas exactement le même âge, mais, je veux dire, on voit que peu importe l'ordre dans lequel ces trucs-là sont, on va pouvoir désérialiser la même classe, à partir de la même classe. Si on veut être moins rigide sur la syntaxe, on peut passer une option pour ça. Donc ici, on peut par exemple utiliser les options suivantes. Donc, allow trailing commas, donc pour permettre les virgules
terminal, ici par exemple, âge 90, et aussi read comment handling, JSON comment handling.skip, donc se débarrasser des commentaires, donc on peut même rajouter à ce moment-là des commentaires dans notre code JSON, ce qui fait qu'on peut à ce moment-là se débarrasser des commentaires. Donc, ici, on a un autre format de string multiligne qui est pré-netset, où on utilise l'arrobase devant notre string, donc c'est une autre façon de créer des strings, mais quand on n'était pas, avant netset. Donc, ça permet de désérialiser des strings qui contiennent des commentaires et des trailing commas, donc des commas, des virgules terminales. Donc, en général, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser ces options-là, sauf lorsqu'on pense que notre fichier peut être, disons, édité par un humain. Donc, si on pense que le fichier peut être édité par un humain, ça peut être intéressant d'utiliser ces options-là. Mais en général, si le fichier a été sérialisé par un programme, puis il va être désérialisé par un programme, on n'a pas besoin de recourir à ce genre d'options-là. Bon, là c'est beau, on a vu comment sérialiser un objet dans une string, on a vu comment désérialiser une string dans un objet. Mais, en réalité, en général, ce qu'on veut faire, c'est prendre cette string-là, ou cet objet-là, la sérialiser dans une string, puis après ça, on veut prendre la string, la stocker dans un fichier. OK? Donc, ce qu'on veut faire, en général, c'est quand on sérialise, c'est soit l'envoyer par réseau vers un serveur, par exemple, ou alors stocker ça dans un fichier. Donc, nous, on va prendre le cas le plus simple, c'est-à-dire stocker dans un fichier. Donc, pour implémenter une sorte de persistance dans notre logiciel. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Donc, ici, on se donne un nom de fichier, qu'on va appeler datafile, donc data.json. Et on se crée une nouvelle personne. Donc, une personne, c'est-à-dire new person, Yoda 800. Donc ça, en fait, c'est notre personne par défaut. Donc, notre programme démarre, il crée une personne, Yoda 800 ans. Et après ça, on fait la chose suivante, okay, qui est quand même très importante ici dans notre programme. Donc, on dit si le fichier en question existe. Donc, if file existe, datafile. Si ce fichier-là existe. Là, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les données dans notre fichier. Donc, on commence par faire file.readAllText datafile. Donc, on va chercher les données dans notre fichier et on va chercher la string, donc qui est contenue dans notre fichier. Et après ça, on va désérialiser cette string-là. Donc, on désérialise le contenu de notre fichier. On le désérialise comme étant une personne, ici. Et si jamais on se ramasse avec un nul, ben, on throw l'exception en question. Et on se ramasse ici avec une personne qui va remplacer notre personne ici par défaut, qu'on a créé au départ. Donc, on se crée une personne, puis après ça, on vérifie si le fichier existe. Si le fichier existe, à ce moment-là, on va écraser notre personne en la remplaçant par celle qui était sur fichier. Une autre option, ça aurait été de dire, si le fichier existe, alors on va lire la personne, sinon, on crée cette personne-là par défaut. Ça aurait été une autre option. Mais là, on perd pas grand-chose à créer une petite personne comme ça, puis après ça, à l'écraser. Donc, il y a peut-être une petite inefficacité ici dans le programme, mais bon, c'est pas grand-chose. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on fait quelque chose avec la personne qu'on vient soit de créer ici, ou soit de remplacer par celle qu'on a pris sur fichier. Donc, on fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? On vieillit cette personne-là, et après ça, on l'affiche. On fait un dump. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la personne, elle a, c'est Yoda, évidemment, mais elle a 804 ans. Donc, elle n'a pas 800 ans, elle a 804 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a vieilli, mais plusieurs fois. Donc, c'est peut-être pas la première fois qu'on a exécuté ce programme-là. Okay? Donc, on l'a exécuté plusieurs fois, ce programme-là. On a été chercher les données plusieurs fois sur fichier. On l'a vieilli plusieurs fois, puis là, on l'a dumpé, puis là, ben, pouf, il était rendu à 804. Et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, là, on sauvegarde la personne sur fichier. Donc, on fait un file.writeAllText. Donc, on sauvegarde les données, le texte JSON. Et après ça, dans le fichier ici, datafile, et on fait un JSON serializer.serialize personne. Donc, on sérialise notre personne
dans le fichier qu'on a ici. Tout simplement. Ici, on a notre classe personne. Okay? Donc, ça, c'est une séquence typique qu'on aurait dans un programme. Évidemment, ici, on ne fait pas grand-chose. Okay? On fait tout doux, faire quelque chose avec la personne. Là, ici, on a fait quelque chose de simple. On a juste vieilli la personne pour l'afficher. C'est simplet. Okay? Normalement, dans un vrai programme informatique, ici, on aurait quoi? On aurait peut-être 100 lignes de code, on aurait 1000 lignes de code. Donc, idéalement, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait une fonction. On aurait une fonction qui dirait, je sais pas moi, traiter personne, ou traiter, ou démarrer, c'est-à-dire accomplir le fonctionnement principal du programme. OK, donc ça serait comme si vous voulez, le main du programme. Puis ici, on aurait accomplir le fonctionnement principal du programme, puis on passerait la personne, ou on passerait les données du programme. Donc, pour qu'on puisse lire le main simplement comme ça, et ici, on n'aurait pas 100 lignes de code ou 1000 lignes de code, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est une séquence très importante et retenez ça. Donc ça, c'est le fonctionnement, mais je viens de l'expliquer sur la diapo d'avant. Donc, c'est important de comprendre que la séquence que j'ai montrée là, en fait, elle fonctionne, mais c'est un programme robuste ne fonctionnerait pas comme ça. Donc, un programme robuste ferait des try-catch, ferait de la gestion d'exceptions. Okay? Parce que if file exist, bon, blablabla, c'est que quand on fait un read all text, ça se peut qu'il y ait des exceptions qui se produisent. Puis quand on fait un deserialize, ça se peut qu'il y ait des exceptions qui se produisent. Donc, normalement, il faudrait gérer les exceptions ici, dans un programme robuste, mais là, on le fait pas. On le fait pas parce que, bon, déjà, vous voyez, là, je regarde le temps, ça fait 27 minutes que je suis en train de parler, puis là, ben, ça deviendrait pas mal plus compliqué. Okay? Ça ne tentait pas de rajouter trop de temps dans la désérialisation, donc je voulais pas exagérer les choses. Donc, c'est ça. Donc, dès qu'il y a gestion de fichiers, de données, donc il y a une foule d'erreurs possibles, donc pour simplifier les choses, on ne traite pas vraiment les erreurs dans ce PowerPoint-là. Donc, on va tout simplement espérer que tout va bien se passer. Okay? Donc, c'est quoi les erreurs possibles? Ben, le fichier peut être corrompu, le format peut être inadéquat, le fichier peut être protégé ou inaccessible, le fichier peut avoir été supprimé. Donc, en principe, il faut gérer les exceptions, mais ça demanderait un document juste pour expliquer ça. Okay? Donc, aussi, ben, dans ce PowerPoint-là, on vous a présenté un modèle de classe encapsulé avec un constructeur, des champs primés, des getters de type calculé. C'est un modèle robuste, versatile, c'est disons, le modèle préconisé, mais c'est pas le seul modèle de classe que vous pouvez sérialiser et désérialiser, puis c'est pas le seul type de modèle qu'on a vu dans le cours ou qu'on va voir dans le cours. Donc, dans les prochaines diapos, je vais vous montrer d'autres modèles typiques de classe qui sont sérialisables ou désérialisables. D'abord, le premier modèle qu'on a vu dans le cours aussi, c'est un modèle immutable read-only, avec des champs read-only. Donc, pour que ça marche, la sérialisation, désérialisation, avec des champs public read-only, il faut ajouter un attribut qui s'appelle JSON-include. Sinon, ben, votre classe ne pourra pas être sérialisée, désérialisée. Donc, avec des champs public read-only, il faut rajouter JSON-include. OK? Un autre modèle qu'on peut aussi sérialiser, désérialiser, c'est un modèle de classe où on n'a juste pas de constructeur, on a juste des champs, en fait, publics. Donc, ça aussi, ça peut être sérialisé, désérialisé, à condition, encore une fois, d'ajouter l'attribut JSON-include. Un autre type de modèle qui peut être sérialisé, désérialisé, c'est les records. Donc, on les a vus dans un document record 101 pour faire de la modélisation. Donc, les records sont directement sérialisables. Record personne, string nom, int age, paf, ça fonctionne. Donc, comme vous voyez ici, là, dans juste pour montrer que ça fonctionne, je fais tout simplement une sérialisation d'un objet que je désérialise, qu'on désérialise immédiatement, juste pour montrer que la sérialisation suivie de la désérialisation fonctionne. Finalement, un autre modèle qu'on n'a pas vraiment encore exploré dans le cours, je crois, mais qu'on va voir plus loin, mais que vous avez vu en Web 2, c'est le modèle qui est basé sur des autopropriétés getSet.
Okay. Et d'autres aussi, on peut avoir juste le modèle getInit aussi. Donc, on le voit ici. Donc, on a une classe personne qui est basée, par exemple, sur des propriétés, autopropriétés nom avec getSet, âge getSet. Donc, évidemment, ça ressemble à ce genre de modèle-là ici, avec juste des champs, mais là, c'est des propriétés, getSet, autopropriétés. Donc, vous avez vu ça en Web 2. Donc, ça aussi, c'est directement sérialisable. Donc, vous n'avez même pas besoin de rajouter JSON include. Ça fonctionne. Okay. Donc, maintenant, la plupart des types qui sont utilisés en C# sont sérialisables, désérialisables, mais vous avez une exception, c'est que les tableaux multidimensionnels, ne sont pas sérialisables, malheureusement. Donc, par exemple, ici, si vous avez une classe jeu, dans laquelle, par exemple, vous auriez les niveaux, par exemple, un certain niveau, qui serait avec un tableau multidimensionnel ici, par exemple de 4 par 10 entier, puis vous essayeriez de sérialiser ce jeu-là, ben ça ne fonctionnerait pas. OK? Malheureusement. Donc, voilà. Donc, pour pallier à ça, vous pourriez faire un array d'array. Ça fonctionnerait. Une autre chose que vous devez savoir, c'est que si jamais dans votre classe, vous avez des constructeurs multiples, OK? Donc, par exemple, ici, on voit une classe personne, vous avez plusieurs constructeurs. Vous avez un constructeur personne qui permet de construire une nouvelle personne à partir d'un nom et d'un âge. Et vous avez un autre constructeur qui permet de construire une personne à partir d'un âge et d'un nom. Donc, vous avez deux constructeurs qui se font concurrence, les deux. Donc là, le désérialiseur, quand vous essayez de désérialiser une personne, lui, il va être mélangé. Il va dire, OK, lequel constructeur je dois prendre pour construire une nouvelle personne? Vous, vous dites, ben oui, mais là, prends n'importe lequel des deux, ça va marcher. Ouais, mais lui, le désérialiseur, lui, il n'est pas aussi dégourdi que vous, là. Donc, il faut que vous lui disiez explicitement, OK, c'est lui que tu dois prendre comme constructeur principal quand tu veux désérialiser. Donc, pour lui dire ça, ben, vous devez mettre l'attribut JSON Constructor devant le constructeur principal de votre classe. OK? Donc, voilà. Donc, ici, par exemple, on pourrait dire que c'est lui le constructeur principal, ou alors vous auriez pu choisir l'autre ici qui est comme constructeur principal. Donc, en passant, vous voyez ici que j'ai utilisé des constructeurs one-liner, donc je ne vous conseille pas nécessairement de faire ça, mais c'est juste pour simplifier la job de construction. Donc, enfin, le résumé de sérialisation. Donc, le format JSON popularisé par le JavaScript est de plus en plus utilisé en C# pour sérialiser des données en format texte pour des raisons de portabilité et de lisibilité. Donc, on a vu comment sérialiser et désérialiser différents modèles de classes. Des classes immutables read-only, des champs publics, des records et avec des propriétés getSet. Pour sérialiser un champ public, il faut utiliser l'attribut JSON-include. Notre modèle principal est cependant une classe encapsulée avec des champs publics, un constructeur et des getters de type champ calculé ou des getters propriétés. Malheureusement, en C#, la sérialisation JSON avec des getters de type méthode ne marche pas car le C# est conçu pour fonctionner avec ce genre de getter, n'est pas conçu, pardon, pour fonctionner avec ce genre de getter, contrairement au Java. Donc, pour ignorer des champs calculés superflus, on peut utiliser l'attribut JSON-ignore. Et il y a des contraintes à respecter. Les noms et les types des paramètres du constructeur doivent être les mêmes que les noms et le type des champs calculés que vous retrouvez dans votre classe. Donc, vos getters propriétés. Donc, quand on sérialise, on peut utiliser des options facultatives. La plus utile qu'on a vue, c'était celle pour faire un pretty print du texte, donc sur plusieurs lignes. Sinon, votre texte va être compact, sans espace. Quand on désérialise, on peut aussi utiliser des options facultatives, par exemple pour permettre d'insérer des virgules terminales ou pour ajouter des commentaires. Donc, ces options-là sont rarement utiles quand le texte JSON est produit par sérialisation et que le risque d'erreur est négligeable. Donc, on envisage en général ces options-là quand le texte ou le fichier JSON est configurable par intervention humaine. Donc, tous les types sont supportés à l'exception notable des arrays 2D et plus, ou des tableaux 2D et plus. Donc, on a vu comment utiliser un fichier pour rendre les données persistantes entre les exécutions d'un logiciel.
Cependant, notre traitement manque de robustesse parce qu'on n'a pas traité les exceptions. Donc, si une classe possède plusieurs constructeurs, il faut marquer l'un d'entre eux comme le constructeur principal avec l'attribut JSON_constructor. C'est ce constructeur qui va être utilisé pour désérialiser et construire ou reconstruire l'objet. Voilà.